faire fonctionner le chauffage. Quand l'hiver arrive, c'est pas un pays très froid, mais quand l'hiver arrive et qu'il n'y a rien pour se chauffer, il y a des gens qui meurent de froid, c'est incroyable au nord de la Méditerranée. Et puis des médicaments, bien sûr, des médicaments encore ça peut peut-être passer, mais alors des outils pour les hôpitaux, il n'y a rien, c'est un dénuement incroyable. C'est un blocus qui n'est pas juste une punition économique, c'est un blocus qui est criminel, qui tue des gens tous les jours depuis 10 ans. Donc, je dirais en deux. Oui, c'est vrai. Le mur et le blocus de Gaza, c'est une exigence de lever ce blocus qui lui aussi est complètement illégal, puisqu'un blocus doit être reconnu par les droits internationaux, il ne doit absolument pas s'attaquer à une population civile, et il n'a aucune raison d'être. L'ONU réclame mollement du bout des lèvres la levée de ce blocus, mais rien ne se passe. Effectivement. Puis, une autre revendication, comme la troisième ou deuxième, dépendamment comment on lit la chose, une des grandes lignes, c'est la question du droit de retour. Donc, en ce moment, les Palestiniennes qui ont été expulsés en 1948, en mai 1948, quand l'État d'Israël a été créé, donc quand ils ont été chassés des terres qui étaient ici, là, ça c'était toute la Palestine avant, ils ont quitté. Plusieurs historiens, bon, il y a des historiens palestiniens qui ont nommé ça aussi, mais c'est pas juste les historiens palestiniens qui ont nommé ça, aussi les historiens israéliens, comme par exemple Ilan Pappé, Benny Morris, eux ont parlé même de nettoyage ethnique à ce moment-là, quand ils ont vidé les terres. Et près d'1 million de Palestiniens et Palestiniennes ont été chassés. Puis l'ONU, alors qu'ils avaient créé en mai 1948 l'État d'Israël, en décembre 1948, quelques mois plus tard seulement, ils ont dit que tous ces Palestiniens et Palestiniennes qui avaient été déplacés devaient avoir le droit de retour. Et que ce droit-là devait être reconnu. Là. Donc, qu'Israël allait reconnaître et que ça devenait une condition pour qu'Israël puisse se joindre à l'ONU. De reconnaître le droit de retour. Ils ont dit oui, mais ils n'ont jamais évidemment appliqué cet engagement-là. Et donc, c'est pour ça que c'est un enjeu central pour la lutte palestinienne, le droit d'être reconnu, d'avoir le droit de retourner. Donc, c'est aussi un enjeu majeur dans les débats, mais ça, on pourrait en parler plus dans les discussions après, entre autres, entre, par exemple, Chomsky, Norman Finkelstein, qui n'appuient pas pleinement la lutte BDS. Ça, c'est un des éléments pourquoi ils n'appuient pas, parce que ça changerait la démographie d'Israël. On pourra en parler plus à la suite, si vous voulez. Finalement, le dernier point important, la dernière revendication importante du peuple palestinien, c'est la pleine reconnaissance en droit des Palestiniens et Palestiniennes qui sont en 1948 ou ailleurs. Donc, la fin d'une situation d'apartheid. Parce que si, par exemple, si vous lisez aussi dans le zine que la coalition BDS a créé, les femmes palestiniennes prennent la parole, dans ce petit livre-là, il y a Yasmine Daher qui, elle, qui vient de 1948. Il y a des Palestiniens et Palestiniennes en 1948 qui sont restés et qui, maintenant, vivent dans une situation d'apartheid, dans le sens que ils n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens auraient en ce moment. Elle décrit très bien le quotidien de cette situation-là. Puis quand on regarde ça, bien, bizarrement, de façon officielle, le Canada appuie tous ces éléments-là, de façon officielle. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui change, la politique vient en jeu et ils n'appliquent pas ces notions-là, ces revendications-là devant l'ONU, par exemple. Donc, c'est ça. La motion du gouvernement, des conservateurs qui a été mise de l'avant maintenant était de condamner, dans le fond, le mouvement BDS et les revendications du mouvement BDS. Donc, en disant que c'est pas tout à fait illégal encore, mais qu'il disait que BDS devait être condamné. C'est une façon d'intimider, en fait, le mouvement. Ils nous interdisent, en fait, de faire la promotion de BDS, ils nous condamnent si on le fait.
Puis ils disent ça au nom de quoi? Dans le fond, au nom du fait que toute critique d'Israël serait une genre de forme d'antisémitisme. Donc, une tentative de critiquer les politiques d'Israël serait une tentative de diaboliser Israël. Alors, on peut se demander depuis quand est-ce que c'est illégal de critiquer un État au pouvoir. Je veux dire, c'est le rôle, à mon avis, de tous les mouvements sociaux à travers l'histoire. Tous les mouvements sociaux se sont toujours réservés le droit de pouvoir critiquer les pouvoirs en place. Et heureusement, on peut dire qu'ils le font. C'est peut-être. Alors maintenant, on peut se dire, au nom de quoi est-ce qu'ils pourraient se permettre d'essayer de nous faire taire en passant ces résolutions-là? C'est une façon de nous intimider, c'est une façon je dirais, peut-être mettre en place certains éléments qui sont déjà en place en France. Et peut-être que Dror pourrait comme... Parce qu'en ce moment, c'est pas illégal encore de faire ce qu'on fait ici, de la promotion de BDS, ici, c'est pas illégal. Sauf qu'il le condamne. Ailleurs, dans le monde, c'est différent. Donc, Dror, je te laisse. Parfait, formation parfaite. Je vais donc vous parler de la situation en France qui, tristement, et malheureusement pour une fois est leader dans cette triste histoire, non pas dans son mouvement de geste qui est pas plus fort qu'ailleurs, mais dans la façon dont il est réprimé. Donc avant de parler de la répression, je vais juste faire un petit rappel rapide sur la façon dont le mouvement BDS s'est monté en France. La France a au contraire pas été un des premiers pays à rejoindre le mouvement BDS. Il y a eu un peu des résistances dans les mouvements de solidarité avec la Palestine, des estimés que ce n'était pas forcément la stratégie la plus judicieuse. Et j'aimerais rappeler, comme l'a dit Sabine, que la campagne BDS, c'est une campagne qui est, c'est pas une campagne uniquement palestinienne, c'est une campagne palestinienne en Palestine, mais c'est une campagne de solidarité avec la Palestine en dehors de Palestine. Nous, on n'est pas palestiniens, mais on est solidaires avec les Palestiniens et les Palestiniennes. Et c'est donc une campagne à l'appel des Palestiniens et qu'on essaye le plus possible de respecter dans la façon dont on organise notre campagne les mots d'ordre qui sont lancés en Palestine, les cibles, les méthodes de ciblage, etc. Donc, les trois revendications de BDS, par exemple, le fait de s'attaquer aux produits israéliens, tout ça, c'était des conditions qui, au début, ne faisaient pas l'unanimité en France. Et il a fallu le choc de la guerre de Gaza en hiver 2008-2009, décembre 2008, janvier 2009, pour que les organisations même un peu réticentes se disent bon là c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et nous en tant que citoyens, à part manifester, signer des pétitions, qu'est-ce qu'on peut faire comme moyen de pression concret? Et ça, on l'a vu petit à petit, c'est la beauté de la campagne BDS, c'est qu'elle touche vraiment tout le monde comme on veut. C'est-à-dire on peut, à partir du moment où on croit à la puissance, à la justesse du message de BDS, on peut l'appliquer dans sa vie quotidienne, dans son travail, dans ses loisirs, dans ses activités sportives, culturelles ou autres. Donc c'est une campagne en France qui est née en 2009 petit à petit, avec au début quelques associations de solidarité avec la Palestine et qui petit à petit a réussi à rejoindre des syndicats. Alors pas les plus gros syndicats, ça reste une campagne qui est encore considérée comme radicale, mais qui est maintenant représentée dans toutes les régions, dans toutes les villes de France. Il y a 50 collectifs locaux en France et il y a plus d'une cinquantaine d'organisations qui sont membres de BDS France. Des syndicats, des partis politiques de gauche, et puis beaucoup d'associations, alors des associations habituées à travailler sur le Moyen-Orient ou sur la Palestine ou sur le colonialisme, mais aussi des associations d'environnement, de droits de l'homme, de droits humains plus généraux. Et donc la campagne a grossi petit à petit, puis il y avait des cibles. Donc c'est vrai qu'on n'a même pas vraiment parlé de ce qu'est le boycott des investissements sanctions. Je suppose que la plupart d'entre vous le savent, mais pour être un petit peu plus précis, à la fois, disons qu'on va commencer par sanctions, par l'ES. Sanctions, ça concerne plutôt d'un État à un autre, ou alors nous, en tant que citoyens, de faire pression sur nos États pour que les États appliquent des sanctions contre Israël. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup de succès, en tout cas, ni au Québec ni en France. Au Venezuela, ça marche un petit peu mieux, mais... donc, deuxième lettre, c'est D, c'est le désinvestissement. Là encore, c'est pas tout à fait nous, le désinvestissement, c'est les entreprises, mais les entreprises de nos pays, donc les entreprises françaises en France, canadiennes ici,
sur lesquels on fait pression pour qu'eux retirent leur investissement, retirent leur soutien finalement à la politique de colonisation en Israël. Donc ça reste notre responsabilité de faire pression sur, entre guillemets, nos entreprises occidentales, on va dire, pour simplifier, pour qu'elles retirent leurs investissements en Israël. Mais la troisième lettre, en fait la première, le B, le boycott, c'est celle qui est la plus connue, la plus populaire, et c'est celle qui nous concerne nous directement, puisque c'est celle qui consiste à boycotter, donc à ne pas acheter de produits faits en Israël, faits par des entreprises israéliennes. Et donc les produits israéliens, il y en a plein, il y en a c'est clair qui sont israéliens, il y en a c'est pas si clair. Donc, un des buts de la campagne, c'est de dénoncer ces produits dont on ne sait pas forcément qu'ils sont israéliens et de faire des campagnes pour dire ces produits-là, ne les achetez pas, d'aller peut-être des fois dans les supermarchés pour dire, distribuer des pamphlets pour dire aux consommateurs n'achetez pas ces produits-là parce qu'ils ont été faits dans des conditions complices de l'apartheid. Il y a aussi d'autres applications qui sont le boycott culturel, donc d'essayer de convaincre, encore une fois, entre guillemets, nos artistes de ne pas aller donner des concerts ou de faire des expositions en Israël, parce que ça serait une façon de soutenir Israël, de considérer qu'Israël est un pays où tout va bien et où on peut faire des concerts et chanter des jolies chansons. C'est aussi, à l'inverse, s'opposer à quelque chose. Les opposants à BDS disent qu'il ne faut pas mélanger la culture et la politique, mais la culture, l'art est toujours politique. Et quand ici on a une exposition, si on a un chanteur israélien qui vient ici, il peut ne représenter que lui, il n'est pas obligé de représenter Israël, et on ne va pas s'attaquer à lui, sauf s'il a explicitement un discours sioniste pour la colonisation, etc. Mais on ne va pas s'attaquer à un être humain individuel. Par contre, si on a un festival du film israélien, là c'est vraiment un festival qui va glorifier Israël